m'appelle Roland Yol, H-I-O-2-L-E. Tu fais comme si j'existais pas. Je suis né à Wany, donc ici on est à Wany, et je suis né le 7 février 1930. Donc j'ai 85 ans. Alors comment j'ai commencé le judo? J'ai commencé le judo en allant faire mon service militaire dans la marine à Toulon. Mais dans un club privé, pas un club militaire, un club privé, avec Maître Houder, qui est actuellement, je crois, au 8e dan. Hein Hervé? Ouais. Alors, avec Houder, j'ai passé ma ceinture orange, blanc, jaune, orange. Hein, et après, je suis revenu à Wany après mon service militaire, donc en 1951. Là, je me suis inscrit à Carvin, parce que des clubs de judo, on n'avait pas des masses. Hein. Alors là, j'ai continué à faire le judo avec Maître Carlin, qui était 2e dan à l'époque. Hein, et j'ai passé mes ceintures vertes, bleues, marron, noires, tout ça. Donc, une fois que j'ai été ceinture noire, j'ai un copain qui habitait Wany aussi, il s'appelle Capon, Théo, et qui est venu me trouver, et puis il m'a dit, bah Roland, on ne montrait pas un club de judo à Wany. Bah, je dis, ouais, pas de problème. Hein. Donc, en février 58, on a débuté le judo à Wany. Alors on avait comme salle, une salle d'autobus, mais on mettait qu'un autobus, hein. Attention, je ne sais pas, une salle où on pouvait mettre 50 autobus, hein. Un autobus. Alors, pas d'eau, pas d'électricité, enfin si on avait, mais pas d'eau, pas de vestiaire, rien qu'un tapis. Alors un tapis à l'époque, c'était pas des tatamis comme maintenant. Hein. C'était une bâche de 4 mètres sur 5, avec de la cire en dessous, puis des chevrons, tu vois, avec des sortes d'offres tout autour. Et mon père m'avait confectionné avec une barre un rideau en plastique pour que bon, les garçons se déshabillaient, après j'étais les filles, enfin vice-versa. Et on a débuté comme ça dans une petite salle. Et 3 ans après, j'avais déjà formé 3 ceintures noires. Alors l'examen que j'ai eu pour passer professeur, ça s'est fait à Wany à l'époque, avec Gérard Seguin et M. Romont. Ils sont venus dans la salle, puis ils ont dit, ben, Monsieur Yol, vous faites un cours de judo. Hein. Alors j'ai fait un cours de judo, hein, et puis ils m'ont présenté j'ai présenté plutôt le comité de Wany. Alors j'ai eu la chance d'avoir dans mon comité tout le corps médical de Wany. C'est ce qui m'a fait du bien, parce que les gens ils ont dit si, parce que le judo on ne connaissait pas. Alors les gens ils ont dit qu'est-ce que c'est de ça? Enfin, si on a entrepris ça avec ces gens-là, ça doit être du sérieux. Hein. J'avais le chirurgien Bertrand, le docteur Chevalon, un chirurgien dentiste, un pharmacien, enfin tu vois, tout, hein. Alors tous ces gens-là, à l'époque, je ne le savais pas, mais ils faisaient partie du Lions Club. Hein, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc ça m'a fait du bien. Alors ensuite, ma salle s'est avérée trop petite. Alors j'ai changé de salle, une un peu plus grande, qui est toujours à Wany. Hein. L'inconvénient, c'est qu'en plein milieu de la salle, il y avait une pilasse. Et à l'époque, le faux plafond il était en contreplaqué. Et naturellement, il y a eu l'histoire de, comment on appelle ça, où on faisait des balles, le 5-7 qui avait pris feu. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, les pompiers ont mis leur nez partout. Et la salle n'était pas en sécurité. Le faux plafond était en contreplaqué, les murs, il n'y avait rien de bon. Hein. Et puis la sciure, hein, la bâche et tout ça. Hein. Alors j'ai eu la chance que parmi mon comité, il y avait un cultivateur, il est passé maire de la commune de Wany. Alors, il m'a trouvé un planning au LEP, derrière les écoles, là, pour que je puisse fonctionner. Mais là, il fallait monter, démonter le tapis à chaque séance, tu vois le problème. Alors après, on avait quand même fait un petit bénéfice, et on s'est acheté des tatamis japonais, c'est en paille pressée, là, tu vois. Ouais. Hein, donc, c'était déjà mieux. Hein. Alors comme je travaillais au chemin de fer, j'étais mécanicien sur locomotive pour les mines. Hein, pour les mines. Je me suis mis des chevrons tout le tour sur le périmètre de la salle, et après j'ai mis des rails en travers, un faux plancher, tu vois, parce que j'avais pris l'idée venait de l'homme. À chaque fois que je faisais des combats, pour passer un grade, tout ça, ça se passait à l'homme, et eux ils avaient mis des pneus
tous des pneus côte à côte, puis après ils avaient fait leur faux plancher dessus, puis c'était assez souple. Hein. Alors j'ai dit, bah tiens, avec des rails, c'est de l'acier, c'est flexible, hein, on va pouvoir faire ça. Puis après j'ai eu ma renommée, dans les journaux, on parlait de moi, quand je formais une ceinture noire, on en parlait. Et il s'est fait qu'il y a des municipalités comme Courcelles, Courrières. Donc ça, c'est l'époque où tu as commencé à créer des clubs un petit peu dans la région Hénin, enfin tout au moins dans la région, disons, Hénin, Carvin, Lens et tout ça. Parce que uniquement dans le Pas-de-Calais. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Uniquement dans le Pas-de-Calais. Et puis forcément, c'est donc là, si je peux me permettre de te couper, là tu as créé les clubs de... Alors, Courcelles, Courrières, Évan-Malmaison, qu'est-ce qu'il y avait encore Évan-Malmaison, je l'ai dit. Seclin, j'avais monté une section avec un élève qui était passé ceinture noire, je lui ai donné un coup de main pour monter un club à Seclin. Comment Dourges, non. Il y avait Rouvroy, parce que moi je sais que mon professeur était Lui, dans l'intervalle, on s'était rencontrés dans des combats, et il était très fort au sol. Hein. Alors, moi je faisais 67 kilos à l'époque. Hein. Et une chose qu'il faut signaler aussi, c'est que tous mes combats à l'époque, sauf le 3e dan, il n'y avait pas de catégorie de poids. Tu vois? Je pouvais tomber dans une poule avec un gars qui faisait 110 kilos. Hein. Hein, ça aussi. Et le temps des combats était vraiment différent de maintenant. C'était 2 points, 2 minutes. Et je trouvais que c'était bien, même si on le refaisait maintenant, je mettrais mon veto pour que ça prenne, parce que en faisant 2 points, 2 minutes, ça permet, en étant fort, d'être surpris par un mouvement. Hein, pof, tu dégages. Il y a un hippon. Maintenant, il y a un hippon, c'est terminé. Tandis que là, si vraiment tu étais plus fort, tu avais la possibilité de faire 2 à 1. Rattraper le point. Tu vois, ça c'était important. D'accord. Hein, alors maintenant, il y a un hippon chez toi, on n'en parle plus. Hein. Ah ouais. Donc en fin de compte, tu as créé des différents clubs dans la région et tout. Oui. Et puis, tu as souligné un point qui était quand même important, c'est la relation que tu avais par rapport aux mines. Ouais. Aux mines. Parce qu'on est dans un secteur minier quand même tout à fait. très important ici. Hein. Wany, d'abord il y avait à l'époque c'était les grands bureaux de Wany, on disait tout ça, Courrières, Wany. Et puis, donc à l'époque, créer un club de judo, alors quand tu dis privé, ça ne veut pas dire privé au sens personnel, ça veut dire privé parce que tu ne faisais pas partie des mines. D'un groupement. D'un groupement. Donc à l'époque, c'était quelque chose déjà de difficile parce que quand on savait que les mines chapeautaient pratiquement toutes les activités sportives, te lancer dans une activité personnelle, dans le judo qui n'était pas développée, il fallait quand même avoir du caractère, il fallait quand même avoir la volonté de le faire. Ouais. D'accord. J'ai une anecdote aussi à raconter. Faisant partie des mines, on aurait pu dire, monsieur Yol, est-ce que vous voulez faire partie de faire du judo, mais pour les mines? Eh bien, tu sais ce qui s'est passé? Un beau jour, les mines sortaient un journal tous les mois, puis je vois sur le journal, les personnes désireuses de faire du judo sont priées de s'inscrire auprès de monsieur Legrain, Lefebvre et Aloua. C'était des moniteurs d'athlétisme, basket et tout ça, aux mines. Ben, j'ai dit, qui c'est qui va faire du judo? Je connaissais personne qui pouvaient faire du judo là, aux mines. Hein. Alors comme je connaissais bien ces messieurs-là, j'étais les trouver, puis je dis à Legrain, c'est à toi qu'il faut s'adresser pour faire du judo? Ben, il dit, t'as fait, il dit, t'es ceinture noire. Je dis, ouais. Ben, il dit, je dis qui lance chat, il dit, je suis ceinture marron. Ah bon? Ben, je dis, te m'inscris comme élève. Alors, il m'a inscrit comme élève, il est au bien content, lui. Hein. Il m'a inscrit comme élève, alors certainement l'autre que tu as vu, bon, bah, il a abandonné. Mais tu vois, pour te dire, en travaillant pour les mines, ils m'ont pas demandé, alors que j'étais ceinture noire, que j'avais monté un club, si je voulais, ça aurait pu se faire. Bien sûr. Ah ben non. Bien sûr. Voilà, je trouve une anecdote supplémentaire, tu vois. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner un petit peu des anecdotes, un petit peu sur ce passage de ta vie judoka, parce que malgré tout, ça n'a pas été permis à tout le monde, quoi, disons, de rencontrer ces personnages-là. Ouais. Donc quand j'ai passé mon premier dan... 55. Comment? En 55. Ouais. Quand j'ai passé mon premier dan, en 55, là, c'était à Coubertin.
Alors à l'époque, comme je t'ai dit, les combats, comment ils étaient organisés. Donc j'avais, je faisais partie d'une poule hein, de 5. Donc tu avais 4 adversaires à battre. Alors moi, mon spécial, c'était Teotoshi et Okurachibarai. Alors je bats le premier, et puis arbitré par Awazu. Alors le premier, deuxième, troisième, quatrième, je bats les 4. Hein, donc je passe du premier coup. Ben, même ma professeure, à l'époque, j'étais M. Carlin, faisant la gueule. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que avant de me présenter, j'ai vraiment pas une tête qui plaît. Avant de me présenter, il avait présenté des copains, en douce, tu sais. Mais après, j'ai fini par le savoir. Alors eux, ils avaient déjà été présentés plusieurs fois, mais ils n'avaient pas le nombre de points. Ils marquaient des points quand ils battaient un gars ou deux, tu vois. Mais ils n'avaient pas la ceinture noire du premier coup. Alors moi, j'étais le seul, là, ce jour-là, à l'avoir du premier coup, tu vois. Mais lui, il ne voulait pas me présenter. Et tu sais pourquoi? Je le regrette, j'avoue que je le regrette. Hein. Il avait voulu, lui, en tant que deuxième dan, prendre 10 gars en ligne dans une démonstration. J'étais en 8e position et puis je lui fais Okurachibarai, il décolle. Bon, ben, c'est tout. Eh ben, les katas, il a fallu que je les apprenne en regardant les autres, parce que moi, il ne me donnait plus du tout de alors là, j'ai encore eu sec aussi, hein, pour passer le reste, tu vois. Et Awazu, pas Awazu, Kawashi, je me souviens d'une anecdote qui est marrante. Il avait sorti un gros bouquin sur la self-défense. Alors une fois, on va en stage à Paris, et j'avais mes élèves quelques élèves qui étaient venus aussi avec moi, tout ça. Et puis il y a un de mes élèves, il dit, ben Roland, il y a un mouvement qu'on n'arrive pas à comprendre dans son bouquin. Il dit, tu veux pas aller lui demander comment il s'y prend pour le faire, ce mouvement-là? Ben, j'ai dit, tu sais, pour approcher Kawashi, il dit, ouais, oui, vas-y. Hein. Bon alors, je m'emmène au bord de Kawashi, t'es en train de discuter avec quelqu'un, j'attends un petit peu. Et puis d'un seul coup, je dis, maître, s'il vous plaît, puis je vais vous préparer la page. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça là? Parce que là, je comprends. Alors je prends sur moi, je dis, je comprends pas. J'aurais pu dire chez mes élèves qui ne comprenaient pas. Remarque que moi, je voyais pas non plus exactement où ils voulaient en dire. Alors, Kawashi prend un bouquin, il referme le bouquin. Si vous pas comprendre, c'est lire 100 fois. Oh bon? Alors je reviens avec mes élèves, eux, ils voyaient que je parlais, mais ils ne comprenaient pas, ils étaient trop loin. Alors j'ouvre ce bouquin, puis je dis à mes élèves, voilà, vous n'avez pas compris, ben, regardez, c'est lire 100 fois. J'ai une anecdote du grand maître. C'est super, parce que c'est bien le principe, c'est bien le principe japonais. Ah ouais. Et la deuxième fois que j'y suis allé, là j'étais ceinture noire aussi à l'époque, là. Je commençais à avoir des points pour le deuxième dan. Et donc on est tous réunis, tu sais, tous les grands cahiers, De Hert et tout le bazar à l'époque, hein, c'était les champions de France, tout ça. On est tous réunis. Donc M. De Hert était là? Oui, puis Paris. Première ceinture noire Parisé. France. En De Hert, il était déjà au moins 5e dan à l'époque. Hein. 5e dan, j'ai pas mouché tout. Hein. Et alors Kawashi était en plein milieu, il faisait son cours. Puis nous, on était là au bord, tu sais, quand t'es jeune comme Chorin. Puis d'un seul coup, il fait, bon, alors, je voudrais un volontaire pour se faire étrangler. On va dire, mais j'ai tout là, je faisais semblant de rien, tu sais, pour me faire dire que j'étais occupé, je ne suis pas volontaire pour me faire étrangler. Hein. Et puis, il y en a certainement un qui a levé son doigt, puis, donc il est venu, il l'a étranglé, puis pour du bon, hein. Le gars, il gesticulait sur le tapis, tout ça, et puis d'un seul coup, il ne bouge plus, et puis, Kawashi, il fait, bon, première chose, ne pas s'affoler. Première chose. Et l'autre, il est tout là. Les Quatso. Pas s'affoler. Ouais. Et puis alors à l'époque, il n'y avait pas de bouche à bouche et tout. Hein. Alors il y avait comme une méthode chaffaire, c'est pas, tu sais, s'il avait été noyé, il fallait le mettre sur le ventre, si c'était autre chose, il fallait le mettre sur le dos, puis presser sur les côtes flottantes, tout ça, tu sais, pour essayer de le... Mais alors, l'autre, il est tout là, il se dit, puis, ne pas s'affoler. Il l'aurait animé quand même. Ah ouais, puis après il a fini par Quatsu, comme tu dis là. Ouais. Hein, je sais pas, il a percuté la 7e vertèbre cervicale, c'est pas pour donner un coup au cœur, j'ai expliqué ça, ouais. Donc Kawashi, à l'époque, tu as pratiquement été sur le tapis en même temps que Kawashi. Ouais. On n'a pas été nombreux, nous, de génération, hein, Hervé. On n'a pas été nombreux à rencontrer M. Kawashi. Et ensuite, tu as connu M. Shiroabe. Moi.
Un petit peu moins. Ouais, et après, tu as eu cette fameuse rencontre avec... Awazou et comment il s'appelle, Antoine Gessing. Antoine Gessing. Est-ce que tu peux nous raconter si tu as une petite anecdote avec M. Awazou, si tu... Comment ta rencontre s'est faite avec M. Awazou? La première fois que j'ai rencontré Maître Awazou, c'était par curiosité, parce que du fait que j'étais professeur, si tu veux, il fallait toujours évoluer. Dans les techniques, ça évoluait sans arrêt. Mais alors avec lui, ça a été une catastrophe. Parce que Kawashi, qu'on dise ce qu'on veut de lui, il avait bien jugé le tempérament français. Et il avait fait une méthode en disant, voilà, ça c'est un mouvement de hanche, on va l'appeler premier de hanche. Maintenant, ce deuxième mouvement de hanche, ben on va l'appeler deuxième de hanche, troisième de hanche. Hein, moi, mon mouvement, il s'appelait premier de bras, hein, taille-touché. C'était au premier de bras, un mouvement avec les bras. Hein, et puis tout comme ça. Hein, première immobilisation, deuxième immobilisation. C'était du tonnerre. Mais quand un oiseau il s'est amené, les châteaux tout en japonais. Hein. Alors il a fallu apprendre au Sotokari, hein, de Hashibara, Isaguro, enfin tout le bazar. Hein. Puis après, en tant que professeur, il fallait pas être bébé. Il fallait pas dire à ses élèves, ça chez Osotogari, il fallait savoir dire O, ce que ça voulait dire, Soto-gari. Hein. O grand, Soto extérieur, Gari fauchage, hein, tu vois, il fallait faire pour les élèves, hein, sans quoi tout le monde apprenait comme ça et puis on ne savait pas ce qu'on voulait. Ouais, cette fameuse méthode Kawashi qui avait apporté ça un petit peu. Avec Awazou. Qui avait apporté ça. Awazou, il a pris la place de Kawashi. Mais je veux dire que quand les vieilles écoles encore qui existent encore maintenant, où les enfants, ils regardent un peu le professeur et puis on a gardé un petit peu ces principes de base de respect des choses. T'as employé un mot qui est important, le respect. Oui. Parce que dans le code du judo, il y a tout ce truc-là. Et moi, j'avais fait pour Mochizuki et pour les enfants un code. Hein, un code qui ressemblait à celui du judo. Mais j'ai disputé avec beaucoup de personnes parce que je voulais m'imposer à ce que ça soit respect en premier. D'après moi, quelqu'un qui est respectueux, il n'y a plus besoin de mettre le reste, politesse, tout ça. Bien sûr. Pour moi, hein. Maintenant, dans le mot respect, il y a tout. Hein. Il y a tout, hein. Forcément. Mais pour les gens qui venaient avec les enfants, quand ils regardaient le dojo, et puis ils regardaient les photos, puis qu'ils voyaient le code d'honneur en grand, parce que moi, dans ma salle, il y a, t'as vu la fresque là. Hein. Alors déjà, mon comité, il ne voulait pas que je fasse un judoka avec une veste bleue. Hein, le portrait, parce qu'il y a en bleu. À l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, on est venu en bleu pour une histoire de télé, tout ça, hein, pour distinguer le blanc et du bleu. Mais Kawashi, il était 10e dan de judo. Il était 10e dan d'aïkido. Il totalise, pas Kawashi, Jigoro Kano. Non. Minoru. Mochizuki. Minoru Mochizuki. Ouais. Il totalisait 43 dan. Il était au maximum en judo, en aïkido, en karaté, puis en yai, tout ça, tu vois. C'est un élève direct à Maître Jiyokon, exactement. T'as une anecdote avec ça, quand t'as fait un stage là, et puis qu'il était là, Minoru, hein, et sur un Jikatame, qui t'a dit non. C'est ça pour raconter ça. Ah ouais, là j'étais fier. J'étais fier ce jour-là. Il y avait le Mochizuki, hein, qui à l'époque était 7e dan de Yosekan, là, et 3e dan de judo. Je suivais un stage, c'était à Meru, je crois. Et moi je suivais le stage. Puis d'un seul coup, il vient me trouver, Mochizuki. Et puis il dit, mon papa, il va venir. Alors son père, tu sais, celui qui totalisait avec un autre japonais, un grand gradé aussi, mais inférieur au père. Hein. Alors j'ai dit, ça va être bien. Alors, on a voulu les chocottes. Hein. Puis le téléphone, il sonne. Mochizuki, fils, il va au téléphone. Et après, il raccroche, il vient me trouver, il dit, Roland. Parce que quand il voulait que je lui donne un service, j'étais Roland. J'étais plus Roland, tu sais. Et Roland, tu peux me rendre un service, te fais l'échauffement. Et dis-moi, il y a la municipalité de Meru qui veut absolument me voir pour féliciter, tout ça, tu sais. Il dit, tu fais échauffement, et puis je reviens. Il dit, après je reviens. Hein. Ah bon. Mais il laisse son père, et puis l'autre gradé,
assis là, dans la salle. C'était pas une salle avec des spectateurs, mais eux ils étaient là. Alors, bon, je commence l'échauffement, voilà. Il y avait des copains, ils disaient, hey, Roland, arrête, on est fatigué, hein, mais en douce, hein. Et puis je continue, puis d'un seul coup, je dis, il revient pas. Bon, ben, je dis, on va commencer à faire un mouvement. Hein. Alors je dis, bah voilà. Alors je dis, voilà, on va faire comme ça, et je vais vous expliquer Tayotoshi. Alors j'explique Tayotoshi, tout ça dans le détail, je fais tomber le gars, puis j'enchaîne avec du Jikatame, hein, tu vois. Et puis je tente de dire, en face des deux grands japonais qui étaient là, une chose importante, c'est bien serrer les genoux. Tu sais, quand tu fais... L'autre, il se lève, celui qui était à côté du père. Il fait, non, pas important. Et il fait, le père Moshizuki, il se lève, très important. Ah non, l'ambi est tout fier parce que je redis cochon, alors de faire là. Alors après, Moshizuki fils, il est revenu, tout ça, et je lui ai dit, il dit, papa, lui, il dit, quand c'est quelque chose comme ça, lui, c'est, un orteil, c'est là, c'est pas là. Hein. Papa, c'est un technicien, c'est comme ça, au sable, c'est pareil. Tu étais en face de lui, il s'est déjà... Et ça me fait penser que lui était strict, et j'ai fait un combat avec un oiseau. Pour mal faire, on tombe tous les deux au sol. Parce qu'il m'avait fait tomber, mais il s'est buté, on s'est retrouvé au sol. Il se met sur le dos, je dis, ben là, je vais l'avoir. Je commence à placer une main, il me fait, c'est vous téléphonez. Il y a votre vie déjà offert à l'étranglement. C'est vous téléphonez, il m'a dit. Et c'est vrai. Et monsieur Oiseau est comme ça. Ouais. Ah ouais. C'est vous téléphonez. Et après tu es parti sur le sabre, je crois que tu es parti sur le... Ouais, c'est-à-dire que dans la méthode de maître Hiro Moshizuki, il y a les projections, comme en judo, ça n'a pas changé, mais les noms, les noms sont pas pareils. Et il y a le bâton long, le bâton court, il y a bâton long contre bâton court, il y a le nunchaku, il y a le sabre. Alors là, le sabre, je t'assure que pour un professeur, tu peux faire des centaines de cours. C'est incroyable la technique qu'il peut y avoir pour combattre au sabre. C'est incroyable. Nous, on te remercie énormément pour d'abord pour cette démonstration, ensuite pour tes explications, ce que tu nous as apporté au niveau judo, hein, parce que moi je suis quand même issu un peu de ta souche indirectement, hein, parce que je me souviens qu'il y a eu des époques où on venait s'entraîner à Wani, parce que tu étais une sommité dans le Pas-de-Calais et tout, hein, donc on te remercie pour ça, et on voudrait que tu termines par cette fameuse maxime de Jigoro Kano. Et que tu donnes un petit peu une petite explication sur cette maxime, mais tout à fait sommaire, pourquoi tu aimes bien cette maxime. Ouais, c'est-à-dire que j'ai employé cette maxime-là dans un discours, parce que j'ai trouvé qu'elle était bien. Maître Jigoro Kano, qui est à l'origine du judo, hein, avait dit, si l'homme, attends que je cherche bien les mots, si l'effort de l'homme ne sert pas à la société, sa vie ne sert à rien. Et moi j'avais dit, j'espère que la mienne aura servi à quelque chose, je l'espère. Hein. Alors, les gens ils ont applaudi parce que il y en a beaucoup qui ne savent pas cette maxime de Jigoro Kano. Bien sûr, mais je la connaissais. Et moi je l'avais placée parce que c'était à la fin de mon discours, hein, pour pouvoir dire, j'espère que j'étais sur la bonne voie. Hein. Parce que déjà, la première chose qu'il faut dire aux gens, c'est... Et malheureusement, il y en a qui ne savent pas encore. Une fois, j'ai vu un gars qui était ceinture verte. Je lui ai dit, ah bon, tu fais du judo? Je dis, au fait, qu'est-ce que ça veut dire judo? Je dis, parce que moi, je ne m'y connais pas. Hein. Il n'y a pas celui de me le dire. Hein, il ne sait pas juste ce que ça veut dire, et donc ce que ça veut dire. Hein. Alors, la voie de la souplesse, c'est incroyable. Un gars, il devrait déjà savoir ça. Il va t'inscrire... C'est la base. Ah ouais? Écoute, Roland, moi je te remercie énormément, hein, parce que, encore une fois, pour d'abord ce que tu as apporté et ce que tu apportes encore, hein, puisque à travers toi, on a la chance au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais d'avoir Hervé, Hervé Yol, hein, qui est quand même un des responsables régionaux du kata. Et on comprend mieux maintenant que Hervé s'est spécialisé en kimono kata,
puisque avec les bases que tu lui as apportées, pour nous c'est extrêmement enrichissant. Et donc on te remercie énormément et puis on essaiera de te garder de temps en temps, t'inviter, ça serait intéressant que dans un stage ou quelque chose, que tu puisses un peu venir un petit peu, ne serait-ce que démontrer cette histoire de sabre, qui est quand même quelque chose de très très important. Une chose que je n'ai pas dite encore, et qui m'a fait extrêmement plaisir dans ma carrière, c'est que la salle de judo porte mon nom. Voilà. C'est dommage qu'ils ont marqué salle Roland Yole. J'aurais préféré qu'ils marquent Dojo Roland Yole. Ouais. Parce que, tu vois pas, moi je fais pas de politique, mais en marquant le mot salle, ils peuvent me dire un beau jour, t'enlèves tes tamis, on va faire un accordéon. Tu vois, hein? Moi, en marquant dojo, c'est l'équivalent d'une église. Hein. Tu vas à une église, je sais pas, pour faire du boogie-boogie. Hein. Ouais. Tu vois.